Si je parle, je suis mort. C'est aussi simple que ça, frère. Pas de procès, pas de prison, juste une disparition. Mon nom c'est Samir, mais sur les lignes, on m'appelait le Spectre. Pendant 12 ans. Wallah, 12 putains d'années. Depuis mes 15 ans, j'ai bossé pour le réseau. D'accord. J'ai commencé comme rabatteur sur la ligne 1, la mine d'or, là où les touristes sont des proies faciles, les yeux en l'air, le portefeuille à portée de main, puis je suis passé tireur, le mec qui fait le sale boulot, celui dont les doigts sont plus rapides que ton cerveau. Et j'ai fini chef d'équipe, responsable du secteur Châtelet-Les Halles, le cœur battant de la capitale. Je connais tout, mon gars. Les angles morts des caméras, les horaires de relève des flics en civil, les quotas journaliers qu'on devait ramener. Mais le truc, c'est que vous croyez savoir ce qu'est un pickpocket. Un petit jeune de cité qui chourave un téléphone. C'est l'image qu'ils veulent que vous ayez. La vérité, c'est un business, une putain de multinationale du crime de rue. Et là, tout de suite, je vais briser la première et unique règle. Ne jamais, au grand jamais, parler du vrai patron. Alors, pourquoi je risque ma peau à te raconter ça? Parce que tu dois comprendre, tu nous vois dans le métro, tu nous détestes, t'appelles les keufs, tu penses que tu combats le crime. Mon gars, tu ne fais même pas qu'effleurer la surface du problème. Le smartphone que j'ai volé à une touriste américaine près de la tour Eiffel, tu crois que j'ai gardé le bif? Cet argent, il ne finit pas dans mon tiécar pour acheter des nouvelles baskets. Non, il est collecté, blanchi, réinvesti. Il devient un actif financier. Notre chiffre d'affaires, rien que sur les lignes de métro parisiennes, c'est un délire. On parle de millions chaque mois. Et tout cet argent, il remonte. Il monte, il monte, il monte, jusqu'à un mec que tu ne soupçonnerais jamais. Un type qui fait des dons à des œuvres de charité, qui serre la main à des politiciens. Je vais te raconter comment le système fonctionne de l'intérieur. La hiérarchie, le partage des territoires, la ligne 1 pour cette équipe, Gare du Nord pour une autre. Mais au final, tous les rapports finissent dans le même bureau. Je vais te montrer comment un portefeuille volé à Opéra finance une transaction immobilière à l'autre bout du monde, et je vais te donner son nom. C'est la promesse. Mais pour comprendre pourquoi ce nom est une condamnation à mort, il faut que tu écoutes toute l'histoire. On ne l'appelait jamais le patron en face, de toute façon. On ne voyait jamais son visage. Pour nous, les petites mains, c'était un mythe, un fantôme dont le nom était juste murmuré par les grands chefs d'équipe. Il n'habite pas dans une tour du 9-3, t'as capté? Il vit dans un hôtel particulier dans le 16e, avec chauffeur et vue sur le parc. Il ne porte pas d'armes. Ses armes, ce sont ses avocats, ses contacts. Sa signature sur un papier a plus de pouvoir que n'importe quel calibre. Ce n'est pas un gangster, c'est un homme d'affaires. Le réseau de pickpocket, pour lui, c'est juste un département de son entreprise. Un département à très haute rentabilité, avec des coûts de fonctionnement minimes et des employés jetables. Nous, on était les ressources humaines. Quand l'un de nous se faisait serrer, c'était juste une restructuration, une perte sur un bilan comptable. Il y a d'autres business, des trucs légaux en façade. Import-export, immobilier, peut-être même de l'influence politique, moi qui sais. Voilà, la maille qu'on ramenait, celle qu'on sortait de vos poches, c'était juste le capital de départ pour son véritable empire. On était les mains sales pour que les siennes restent propres. Il a bâti un palais sur une montagne de passes Navigo et d'iPhone volés. Et le pire dans tout ça, il est probablement considéré comme un pilier de sa communauté, une success story à la française. Alors pourquoi je parle maintenant, après des années de silence? Parce qu'ils ne m'ont pas laissé le choix, je voulais arrêter. J'ai dit à mon supérieur que c'était fini, que j'avais ma dose. On ne démissionne pas de ce boulot, mon gars. C'est pas comme quitter un poste chez McDo, il n'y a pas d'entretien de départ. Ils sont allés voir ma mère, dans la cité, deux mecs en Mercedes noire, pas le genre de caïd du quartier, costume propre, regard froid. Ils ne l'ont pas menacée directement, ils ont juste parlé. Lui ont demandé si elle avait besoin de quelque chose. On dit que j'étais un bon fils, que je prenais bien soin d'elle, et que ce serait dommage que ma carrière s'arrête brutalement. T'as capté le message? Ils n'ont pas eu besoin d'en dire plus. Ils savent à quel est tout pour moi. Ma petite sœur aussi. Ils connaissent son lycée, ils connaissent son trajet, ils me tiennent par elle. Alors ça, cette vidéo, c'est mon seul coup. Je ne peux plus les protéger en me taisant. Ma seule chance, c'est de rendre cette histoire si énorme, si publique, que leur faire du mal devienne trop risqué, même pour lui. Cette confession, ce n'est pas une lettre de suicide. C'est un bouclier. Du moins, je l'espère. Wallah, je l'espère. Tout a basculé pour moi il y a 6 mois. Avant ça, j'étais un bon soldat. Je faisais mon taf, j'atteignais mes quotas, je fermais ma gueule,
Je croyais aux mensonges qu'on se racontait. C'était juste pour la survie. C'était nous contre le système. Mais il y a eu cette mission. Une demande spéciale venue de tout en haut. Pas un portefeuille, pas une montre de luxe. Une mallette spécifique sur un homme spécifique à un moment précis. Gare de Lyon. Un coup à bas au risque. Un travail de pro. Mon équipe et moi, on l'a réussi à la perfection. À l'intérieur, il n'y avait ni cash, ni bijoux. Juste un simple carnet en cuir noir. J'étais censé le remettre sans y jeter un œil. Mais la curiosité, elle a été plus forte. Je l'ai ouvert, juste 30 secondes, avant de le passer à mon contact. Je n'ai pas tout compris. C'était des noms, des dates, des chiffres, mais j'ai reconnu l'un des noms. Un nom que j'avais vu à la télé, un nom qui n'a rien à faire dans le carnet d'un type qui se fait dépouiller dans une gare. C'est là que j'ai compris. J'ai compris que notre business n'était pas que de voler des touristes. Ce carnet, il connectait notre monde, celui de la rue, au leur, celui du pouvoir. Et je vais vous dire exactement quel nom était écrit dedans. Mais avant ça, il faut que vous compreniez comment on nous forme, comment on transforme une rame de métro bondée en notre banque personnelle. Pour comprendre comment on en arrive là, faut pas regarder le métro, faut regarder d'où je viens. Théma, imagine le tableau. Clichy-sous-Bois. Pas la carte postale, hein. Je parle des grandes barres grises qui te rappellent chaque matin que le ciel est bas, même quand il y a du soleil. Les ascenseurs en panne, une semaine sur deux, l'odeur de pisse qui se mélange à celle du chou-fleur de la voisine dans la cage d'escalier, les carcasses de voitures brûlées qui deviennent des aires de jeu pour les plus petits. Mon père, un courant d'air. Parti quand j'étais gosse, une histoire de papier, de reconduite à la frontière, je sais même pas la vérité, ma mère n'en parlait jamais. C'était un sujet tabou, un fantôme de plus dans notre F3, alors il restait qui? Ma mère, ma petite sœur et moi. Le seul mec de la maison à 12 ans, t'imagines la pression, frère? C'est dans ce décor-là que tout a commencé, c'est ce béton qui a coulé dans mes veines avant même que je sache ce que c'était, le crime. C'était juste la survie, une autre façon de respirer quand l'air est pollué. Ma mère, c'était une sainte, wallah. Une guerrière silencieuse. Son réveil sonnait à 4 heures du mat. Pas un bruit. Pour pas nous réveiller, ma sœur et moi. Je l'entendais, moi. J'entendais le petit clic de la cafetière, le bruit de ses pas sur le lino usé. Elle partait dans le noir, dans le froid, pour prendre le premier RER. Sa destination? La Défense. Elle faisait le ménage dans des tours de verre, où des mecs brassaient en 1 heure ce qu'elle gagnait en 1 an. Elle nettoyait leurs toilettes, vidait leurs poubelles pleines de gobelets Starbucks et de restes de sushi. Elle revenait le soir, le dos cassé en deux, les mains rouges et gonflées par les produits chimiques. Elle ne se plaignait jamais. Jamais. Mais je voyais tout dans ses yeux. L'épuisement, l'humiliation de se sentir invisible, transparente. Les gens passaient à côté d'elle sans la voir, comme si elle faisait partie des murs. Elle était un service, pas une personne. Et cet effacement, cette négation de son humanité, crois-moi, ça te marque un gosse au fer rouge. Ça te donne une haine que tu sais même pas où la mettre. Son salaire, c'était une blague, une insulte, assez pour payer le loyer de notre HLM de justesse, assez pour remplir le frigo avec des pâtes et des pommes de terre. La viande, c'était un luxe, un événement. Je me souviens d'un hiver, j'avais 13 ans. Le frigo était vide. Pas presque vide, mon gars. Vide. Il restait un fond de lait et un oignon. Ma mère avait l'air paniquée même et elle essayait de le cacher. Elle a dit « Ne t'inquiète pas, demain la paix arrive. » Mais demain, c'était loin. Cette nuit-là, j'ai entendu son ventre gargouiller. Elle nous avait donné le peu qu'il restait, à ma sœur et à moi. À l'école, c'était pas mieux. Toujours les mêmes baskets trouées, le même survêt qui avait perdu sa couleur. Les autres se moquaient, ils ne comprenaient pas. Pour eux, c'était un jeu. Pour moi, c'était un rappel constant de notre place dans ce monde. Ce jour-là, devant ce frigo vide, en entendant le ventre de ma mère crier famine en silence, un truc s'est cassé en moi, je me suis fait une promesse. Sur ma vie, plus jamais. Plus jamais elle ne connaîtrait ça, plus jamais je ne verrais cette angoisse dans ses yeux. J'allais la sortir de là, coûte que coûte. La crise, elle n'a pas tardé à arriver. Le truc qui fait tout basculer, ma mère a commencé à avoir des douleurs terribles au dos. Le médecin a dit qu'il fallait des examens, un spécialiste. Tu connais la musique dans le public. Revenez dans 3 mois pour un rendez-vous. On va vous mettre sur une liste d'attente. 3 mois, dans 3 mois, elle ne pourrait peut-être plus marcher. Et ne parlons même pas des médicaments non remboursés. Chaque boîte était un coup de poignard dans notre budget. En même temps, les lettres de rappel pour le loyer s'accumulaient. Une enveloppe avec une fenêtre en plastique, ça te fout une boule au ventre avant même de l'ouvrir. On était sur le fil du rasoir, mon gars. L'expulsion, c'était plus une menace lointaine, c'était une possibilité réelle. L'État,
L'assistante sociale nous a reçus une fois. Elle était fatiguée, débordée. Elle nous a donné des formulaires pour à remplir, des tonnes de paperasse, une solution administrative à un problème humain. C'était ça, leur aide, du papier. Pendant ce temps, ma mère souffrait et la peur nous bouffait de l'intérieur. C'est dans ce vide, dans cet abandon, que le réseau a tendu sa main. C'est là qu'il est apparu. On l'appelait Tonton Malik, un ancien du Tiécar, la trentaine, respecté. Il ne traînait plus sur les bancs, mais il revenait de temps en temps, au volant d'une belle allemande, toujours propre sur lui. Il n'était pas du genre à faire du bruit, mais tout le monde savait, il avait réussi. Il m'a vu un jour, assis sur les marches, la tête entre les mains. Il s'est arrêté. Il ne m'a pas jugé, il m'a juste demandé « Ça va pas le petit ?» J'ai tout déballé, la maladie de ma mère, les dettes, la peur. Il a écouté sans rien dire. Puis il a sorti une liasse de billets de sa poche. Il a pris 2 billets de 50 € et me les a tendus. Tiens, pour les médicaments de ta mère, et dis-lui de se reposer. J'ai hésité. J'avais jamais vu autant d'argent d'un coup. Il a insisté, avec un sourire. T'inquiète, petit. Ici, on est une famille. On s'entraide. Quand le système te laisse crever, c'est la famille qui prend le relais. Ces mots, frère, ces mots ont été comme de l'eau dans le désert. Pour la première fois, quelqu'un me proposait une solution concrète. Pas un formulaire, de l'aide, immédiate. J'ai pris les billets, c'était le premier pas. Le lendemain, il est revenu me voir. Il m'a dit « C'est un gamin intelligent, tu observes bien. J'ai un petit truc pour toi, rien de méchant. Juste te mettre à l'entrée du métro à Châtelet et surveiller. Tu regardes s'il y a des keufs en civil. Tu me préviens si tu vois un truc bizarre. C'est tout. » Il a ajouté la phrase magique 50 € par jour, payé à la fin du service, en cash. 50 € par jour. T'as capté le délire? Ma mère se tuait à la tâche, se bousillait la santé pour à peine plus, en un mois de travail déclaré et taxé. Lui, il me proposait de gagner ça en quelques heures, juste en gardant les yeux ouverts. Le choix, quel choix? D'un côté, la galère, l'humiliation, voir ma mère s'éteindre à petit feu, de l'autre, une porte de sortie, de l'argent facile, la promesse de pouvoir enfin respirer. C'était un piège, bien sûr, un engrenage parfaitement huilé. Mais quand t'as la tête sous l'eau, tu ne réfléchis pas à la couleur de la main qui te tire vers la surface. Tu l'attrapes, tu t'accroches de toutes tes forces. J'ai dit oui, évidemment que j'ai dit oui. Mes premiers jours comme chouf, c'était un mélange de peur et d'adrénaline pure. J'avais 15 ans, mon gars. Je me postais près des tourniquets, l'air de rien, le cœur qui battait à 100 à l'heure. Chaque personne qui passait était un suspect potentiel. Un touriste, un employé, un flic. Il fallait apprendre les codes, vite. Repérer les civils à leurs chaussures, à leur façon de scanner la foule, à leur fausse nonchalance. Tonton Malik m'avait briefé. Les flics, ils marchent pas pareil. Ils sont au travail, ils cherchent. Nous, on est des fantômes, on se fond dans la masse. J'étais terrifié à l'idée de me faire serrer, de finir au poste, de faire honte à ma mère. Mais cette peur, elle était balayée par l'image de son visage quand je lui ai donné les premiers 200 €. Je lui ai menti, bien sûr. J'ai dit que j'avais trouvé un petit boulot, que je faisais des livraisons après les cours. Elle a pleuré de soulagement, et ce soulagement dans ses yeux, c'était ma drogue. C'était la justification de tout. Je me disais que c'était temporaire, juste le temps que ça aille mieux. Le mensonge qu'on se raconte tous au début, le système est conçu pour ça, te faire croire que tu as le contrôle. Tonton Malik était un bon manager, au fond, il ne m'a jamais mis la pression. Au contraire, il me félicitait, me disait que j'avais l'œil, que j'étais fait pour ça. Il m'a présenté aux autres une équipe. Des jeunes comme moi, chacun avec son histoire de galère, comme on était devenu une sorte de fraternité. On mangeait ensemble, on déconnait ensemble, il y avait une ambiance de camp de vacances, presque. On se sentait puissant, plus malin que les autres, que tous ces pigeons qui se laissaient faire. On avait notre propre langage, nos propres règles. Le soir, quand je rentrais avec plus d'argent dans ma poche que mon prof d'histoire n'en gagnait en une semaine, je me sentais comme un roi. J'avais inversé le rapport de force. Je n'étais plus la victime du système, j'étais celui qui le baisait. C'est une illusion puissante, surtout quand t'agrandis en te sentant écrasé. Tu ne te rends pas compte que tu n'es qu'un pion, un actif, à faible coût pour quelqu'un que tu ne verras jamais. Rapidement, être chouf ne suffisait plus. J'avais prouvé ma fiabilité. Tonton Malik m'a pris à part. T'as du potentiel, petit, tes mains sont agiles. Je t'ai observé, tu pourrais passer au niveau supérieur. C'est comme ça qu'il tapatte. Il te flatte, il te parle de carrière, de évolution. Mon premier vol, je m'en souviendrai toute ma vie. Ligne 1,
station Franklin D. Roosevelt, 1 heure de pointe. La foule, la chaleur, l'odeur de sueur et de métal chaud. La cible, un touriste japonais, l'appareil photo en bandoulière, le nez sur son plan. Un membre de l'équipe a créé une diversion, faisant semblant de trébucher. Dans la confusion, le contact a duré moins d'1 seconde, un effleurement. Le portefeuille est passé de sa poche à ma main, puis à la main d'un autre membre de l'équipe qui s'est éloigné tranquillement. Mon cœur allait exploser quand je suis sorti à l'air libre sur les Champs-Élysées. J'étais en train de trembler, mais j'avais réussi. Ce soir-là, le débrief était simple. Tonton Malik a ouvert le portefeuille. Il y avait 400 € et des cartes de crédit. Il m'a donné un billet de 100. Mon premier rendement. J'avais franchi une ligne. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Et voilà comment tu deviens un soldat. Tu commences par une bonne raison, un acte que tu justifies par l'amour ou la nécessité. Tu aides ta mère, tu sors ta famille de la merde. Tu te dis que tu es un Robin des Bois des temps modernes, que tu prends à des touristes riches qui ont une assurance, que ça ne leur fait pas vraiment de mal. Tu t'enfonces dans ce mensonge confortable, puis petit à petit, la raison de départ s'efface. L'argent devient le moteur. Le frigo est plein, le loyer est payé, mais tu en veux plus. Tu veux les belles fringues, la belle montre, le respect qui va avec. L'adrénaline du vol devient une addiction. Tu ne le fais plus pour survivre, tu le fais parce que tu es bon à ça, parce que ça te donne un sentiment d'exister. Et tu oublies que chaque portefeuille, chaque téléphone, c'est une petite brique dans le palais d'un mec qui, lui, n'a jamais eu faim. Un mec pour qui ta vie, ta liberté ne valent rien. Tu crois être un loup, mais tu n'es qu'un chien de chasse dans sa meute, et le jour où tu comprends ça, le jour où tu vois le vrai visage du maître, il est souvent déjà trop tard. L'étape suivante, c'était de passer de chouf à drabatteur. C'était plus le même jeu, frère. T'es plus passif, t'es actif, tu deviens un acteur dans la pièce de théâtre qu'on joue à chaque rame bondée. Mon rôle, c'était de créer l'opportunité, de fabriquer le chaos parfait. Un lacet qui se défait pile au moment où les portes se ferment, forçant tout le monde à se tasser. Un faux malaise, juste assez pour attirer les regards pendant 1 ou 2 secondes cruciales. Ou, le plus classique, le journal que tu déplies en grand pour lire, bloquant la vue de la cible et de ceux qui l'entourent. J'ai appris à lire les gens, à anticiper leurs réactions. Je savais quel type de personne allait s'énerver, quel type allait vouloir aider, et quel type n'allait rien remarquer. C'était de la psychologie de rue, pure et dure. Je n'étais plus juste un guetteur, j'étais un ingénieur social du crime. Chaque vol réussi où j'avais créé la diversion, c'était une petite victoire. Je sentais le pouvoir monter en moi, le pouvoir de manipuler l'attention, de diriger le regard des gens où je voulais. T'as capté, je devenais un chef d'orchestre invisible, et la symphonie, c'était le son d'un portefeuille qui changeait de propriétaire. Puis est venue la consécration, devenir tireur. Là, mon gars, t'es plus dans la préparation, t'es l'artiste, c'est toi et tes doigts. Il faut une dextérité de magicien et des nerfs d'acier. Tonton Malik me faisait m'entraîner pendant des heures avec une veste pleine de clochettes. Le but était de sortir un portefeuille de la poche sans faire teinter une seule clochette. Au début, c'était un carillon infernal. Puis, peu à peu, mes doigts ont appris le silence. Ils sont devenus des serpents, capables de se glisser n'importe où sans un bruit. Dans le métro, c'est un art, on avait des techniques avec des noms de code. La béquille, c'est quand tu crées un contact franc, un choc pour masquer le contact léger de tes doigts. Le sandwich, c'est quand 2 de tes gars encadrent la cible, la compressent, et toi, tu opères dans le dos, à l'abri des regards. Ma préférée, c'était la pince, pour les téléphones dans les poches d'avant. 2 doigts, l'index et le majeur, qui pincent le haut du téléphone et le font glisser vers le haut, en douceur, en profitant du mouvement de la marche de la victime. C'est une danse, wallah. Une danse dangereuse où la moindre erreur de rythme te fait finir au poste. Avec le statut de tireur, la maille a commencé à couler à flot. C'était plus les 50 € du début. On parlait de centaines d'euros par jour, les bons jours. Je me suis acheté des fringues de marque, des vraies, pas les contrefaçons du marché de Clignancourt. Le dernier iPhone, je l'avais le jour de sa sortie. Mais le plus important, c'était pour ma mère. Un soir, je suis rentré et je lui ai mis une enveloppe avec 1500 € en cash sur la table de la cuisine. Je lui ai dit « Maman, arrête le ménage, repose-toi, je m'occupe de tout ». Bien sûr, elle m'a demandé d'où venait cet argent. J'ai brodé une histoire de fou, un business de revente de sneakers en ligne, un truc crédible pour un jeune de mon âge. Elle a fait semblant de me croire. Ou peut-être qu'elle voulait tellement y croire qu'elle a fermé les yeux, parce que pour la première fois depuis des années, j'ai vu ses épaules se détendre. Elle a pu aller voir ce spécialiste pour son dos,
sans s'inquiéter du prix. Le frigo était plein de bonnes choses, le loyer était payé en avance, mon mensonge était devenu son confort, et ce confort, je l'aurais défendu contre n'importe qui, n'importe quoi. Celui qui gérait notre équipe, notre supérieur direct, on l'appelait le vautour. Il avait la quarantaine, le visage buriné, une cicatrice qui lui barrait un sourcil. Il ne rigolait jamais. C'était pas le genre de mec à te taper dans le dos. Son truc, c'était l'efficacité, le rendement. Il nous voyait comme des numéros sur une feuille de calcul. Chaque matin, au briefing dans un café miteux près de Gare du Nord, il nous fixait les objectifs. C'était lui qui nous attribuait les zones, qui décidait des cibles prioritaires. Il connaissait Paris comme sa poche, mais pas le Paris des cartes postales. Il connaissait le Paris des flux humains, des angles morts, des opportunités. Il nous contrôlait par la peur. Une fois, un petit nouveau a essayé de garder un collier en or pour lui, au lieu de le mettre dans le pot commun. Le vautour l'a su en moins d'1 heure, on ne l'a plus jamais revu dans le secteur. La rumeur disait qu'il avait eu de la chance de s'en tirer avec juste quelques os cassés. Avec lui, il n'y avait pas de place pour l'émotion. C'était un business, et nous étions ses employés, avec une obligation de résultat. Les quotas, c'était le cœur du système du vautour, c'était implacable. Chaque équipe avait un chiffre d'affaires minimum à ramener par semaine. Pour notre secteur, Châtelet Opéra, c'était 25 000 euros. 25 000. T'imagines la pression? Ça voulait dire qu'on ne pouvait pas se permettre de jours sans. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des contrôles de keufs renforcés, il fallait ramener la maille. C'était une machine qui ne s'arrêtait jamais. Cette pression change tout. Au début, tu voles par nécessité, puis sous ce régime, tu voles par obligation. La peur de la galère est remplacée par la peur du vautour. Tu ne penses plus à la victime, à ce que ce vol représente pour elle. Une touriste qui perd son passeport et toutes ses économies, c'est juste un incident qui contribue à atteindre le quota. Le système te déshumanise pour te rendre plus performant. Tu deviens un robot, un prédateur dont la seule fonction est de chasser. Tu perds une partie de toi-même dans ce processus sans même t'en rendre compte. Tu te transformes en un outil, un simple instrument au service d'une machine bien plus grande. À force de travail, de fiabilité, j'ai grimpé. Je suis devenu le meilleur tireur de l'équipe. Je ramenais des prises incroyables, des montres de luxe, des portefeuilles bien garnis. Le vautour a commencé à me regarder différemment, plus comme un simple exécutant, mais comme un potentiel lieutenant. Et un jour, il a été promu, ou déplacé, je ne sais pas trop. Il m'a convoqué et m'a dit « Le spectre, le secteur est à toi maintenant. C'est toi le chef d'équipe, ne me déçois pas. » D'un coup, j'étais de l'autre côté. C'était moi qui fixais les objectifs, qui briefait les plus jeunes, qui encaissait la recette à la fin de la journée pour la lui remettre. Au Tiécar, mon statut a changé. Je n'étais plus le petit Samir. J'étais le spectre, le chef de Châtelet. Les anciens me serraient la main, les petits me regardaient, avec un mélange de crainte et d'admiration. J'étais devenu une figure, un exemple de réussite, même si cette réussite était bâtie sur le crime. J'avais le pouvoir de recruter, de virer, de punir. C'était une sensation enivrante, un poison sucré. J'avais l'impression d'être le roi de mon petit royaume souterrain. À ce moment-là, wallah, je pensais avoir atteint le sommet. J'étais chef d'équipe, je gagnais plus d'argent que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'avais mis ma mère à l'abri, ma petite sœur ne manquait de rien, j'avais le respect, ou du moins la peur, ce qui dans la rue revient souvent au même. Pour moi, le vautour et le mec à qui il donnait l'argent, un type qu'on appelait le comptable, c'était le top de la pyramide. Des caïds de la vieille école, des mecs qui contrôlaient le crime de rue à Paris. Je me sentais intouchable. Je me disais que j'avais battu le système qui voulait nous écraser, ma famille et moi. J'avais créé mon propre système, mes propres règles. Quelle illusion, mon gars. Quelle putain d'illusion. Et je me prenais pour un loup alpha, alors que je n'étais qu'un chien de garde dans un chenil dont j'ignorais l'existence du propriétaire. Je croyais être le maître du jeu, mais je ne voyais même pas le véritable échiquier. La chute de cette illusion a été brutale, et elle a commencé par un simple coup de téléphone, une convocation qui n'avait rien d'habituel. Un soir, mon téléphone sonne, numéro masqué, c'était le comptable. Sa voix était sèche, sans fioriture. Samir, demain 20h, Villa des Cèdres, à Neuilly, sois à l'heure, et sois propre. Il a raccroché. Chaque mot était un coup de poing. Neuilly, on n'en allait jamais là-bas. C'était un autre monde. Un territoire étranger et hostile, et à soi propre, ça voulait dire pas de survêt, pas de basket, costume. C'était une réunion, pas un rendez-vous d'affaires de rue. L'angoisse m'a saisi direct. J'ai appelé 2 autres chefs d'équipe que je connaissais,
Un qui tenait la ligne 4, l'autre le secteur de la Tour Eiffel. Ils avaient reçu le même appel. Personne ne savait pourquoi. On a tous senti que quelque chose d'important, de différent, allait se passer. On n'était pas convoqués pour un débriefing sur les chiffres de la semaine. On était convoqués pour quelque chose qui nous dépassait complètement. Le lendemain, en enfilant une chemise et un pantalon de costume que j'avais acheté pour l'occasion, je ne me sentais pas puissant. Je me sentais comme un gamin qui va passer un oral mal préparé et terrifié. Quand le taxi m'a déposé devant l'adresse, j'ai cru qu'il y avait une erreur. Ce n'était pas une maison, c'était un putain de château. Une grille immense, un parc avec des arbres centenaires, une allée de gravier blanc. J'ai vu les autres arriver, aussi mal à l'aise que moi dans leurs fringues du dimanche. On avait l'air d'une bande de pingouins perdus. Un type en costume noir avec une oreillette a ouvert la grille sans un mot et nous a fait signe d'entrer. À l'intérieur, c'était encore plus intimidant. Marbre au sol, des tableaux de maîtres au mur, un silence de cathédrale. Le comptable était là, dans le grand salon. Il était plus nerveux que nous, il n'arrêtait pas de regarder sa montre. On était une dizaine de chefs d'équipe, les mecs qui faisaient la loi dans tout Paris, des mecs qui pouvaient te faire passer un sale quart d'heure pour un regard de travers. Et là, on était tous silencieux, comme des élèves devant le proviseur. On sentait qu'on n'était pas chez nous, on était sur la scène de quelqu'un d'autre, et on ne connaissait même pas notre rôle. Le moment charnière, celui qui a tout fait basculer dans ma tête, est arrivé une dizaine de minutes plus tard. On a entendu le bruit feutré de plusieurs voitures qui se garèrent dans l'allée. À travers les immenses fenêtres, on a vu le spectacle. Pas des Golf GTI ou des Audi RS comme celles de nos boss de quartier. Non. Un convoi de 3 Mercedes classe S et 2 BMW série 7 noirs, vitres teintées. Des voitures de ministres, de PDG. Des types en costume impeccable, plus chers que tout ce que je possédais, en sont sortis. Ils avaient la cinquantaine, la soixantaine, le genre de mec que tu vois dans les magazines économiques. Et là, j'ai vu un truc qui a court-circuité mon cerveau. Le comptable, ce mec dur et froid que tout le monde craignait, qui nous parlait comme à des chiens, il a lissé sa veste, a ravalé sa salive et s'est précipité vers la porte d'entrée, presque en courant, comme un valet qui attend son maître. C'était une scène surréaliste. Le prédateur suprême de notre jungle de béton était en train de se comporter comme un animal domestique. L'un des hommes, le plus âgé, cheveux grisonnants, une montre qui valait le prix de mon appartement, est entré. Il n'a même pas jeté un regard dans notre direction. Pour lui, on n'existait pas. On était du mobilier. Le comptable s'est planté devant lui, a légèrement baissé la tête et a dit une phrase que je n'oublierai jamais. Sa voix était méconnaissable, pleine de respect, presque de soumission. « Bonsoir, monsieur. Tout est prêt, comme vous l'avez demandé. » Monsieur. Patron, pas un surnom. Monsieur. J'ai senti un froid glacial me parcourir l'échine. Mon monde venait de s'effondrer. Le roi de notre univers n'était qu'un employé, un putain de sous-fifre, toute la hiérarchie de la rue, toute cette structure de pouvoir basée sur la violence et la peur, tout ça n'était qu'une façade, une mascarade. On se battait pour des territoires, on risquait la prison ou la mort pour un mec qui, à son tour, baissait la tête devant un autre. À cet instant précis, j'ai compris qu'on était les esclaves d'un maître, qu'on n'avait même jamais vu. Après leur départ, l'ambiance était lourde. Le comptable a essayé de reprendre sa posture autoritaire, mais le mal était fait. On l'avait vu soumis. Il a dû sentir notre trouble, car il nous a lâché quelques bribes d'informations, comme pour nous remettre à notre place. Cet homme, c'était le patron, pas un caïd. Un homme d'affaires. Il possède des sociétés d'import-export, une chaîne de restaurants chics, des investissements immobiliers, des business parfaitement légaux en façade. Notre réseau de pickpockets, pour lui, c'est juste un département d'acquisition de liquidités non fiscalisées. T'entends les mots qu'il utilise, ce n'est pas du vol, c'est une stratégie financière. L'argent qu'on ramène, des millions par an, est blanchi à travers ces entreprises. Il est réinjecté dans l'économie légale. On est sa source de cash, son capital de départ pour des opérations bien plus grandes. Nos arrestations sont des pertes acceptables, les mecs qui se font serrer sont des passifs qu'il faut purger du bilan. On n'était pas des gangsters. On était les employés les moins chers et les plus rentables d'une multinationale. Pour nous faire comprendre à quel point il était intouchable, le comptable nous a raconté 2 histoires, comme des avertissements. La première, c'était celle d'un chef d'équipe de Marseille qui avait cru pouvoir doubler le réseau en gardant une partie des recettes pour lui. Il n'a pas été retrouvé dans le port avec une balle dans la tête. Non, c'est trop sale, trop visible. Il a juste disparu. Sa femme a signalé sa disparition, la police a enquêté un peu, puis a classé l'affaire. Pour le réseau, le comptable a juste dit qu'il y avait eu une restructuration des effectifs du secteur sud-est. La deuxième histoire concernait un capitaine de la BAC qui commençait à mettre son nez un peu trop près de nos affaires à Paris. Pas de menaces,
pas de corruption directe. Quelques semaines plus tard, une vieille histoire de mœurs le concernant a refait surface dans un journal. Il a été muté dans un bureau à Limoges. Le patron ne se salit pas les mains avec la violence de la rue. Il utilise des armes bien plus puissantes, l'information, l'influence, l'argent. Il ne casse pas les règles du système. Il les utilise à son avantage. Ce soir-là, en rentrant dans mon tiécar, tout me semblait différent. Les murs gris, les jeunes qui traînaient, tout ça me paraissait dérisoire. Toute ma fierté, mon sentiment d'avoir réussi, d'être devenu quelqu'un, tout ça s'était évaporé. J'ai compris la vérité la plus fondamentale de ce monde, on n'était que des pions sur un échiquier immense, et on se battait entre nous sans même savoir qui déplaçait les pièces. On se croyait des rebelles, des hors-la-loi qui combattaient le système. Quelle blague! On était le système, on était sa partie la plus sale, la plus méprisée, mais une partie essentielle à son fonctionnement. On prenait les risques, on allait en prison, on mourait parfois, pour que des hommes en costume puissent faire des levées de fonds et signer des contrats dans des bureaux avec vue sur tout Paris. Le vrai pouvoir, ce n'est pas celui qui fait le plus de bruit dans la rue. Le vrai pouvoir ne crie pas, il murmure. Il signe des chèques et passe des coups de fil. Et cette nuit-là, j'ai compris que je ne me battais pas contre le système. Je travaillais pour lui. Et ça, c'était une vérité que je ne pouvais plus supporter. Dans cette jungle, t'as pas d'amis, t'as des collègues, des associés. C'est ce que je me répétais. Mais c'était un mensonge. J'avais un frère, un vrai, pas de sang mais du béton. Moussa. On l'appelait le discret, parce qu'il parlait jamais. On a grandi dans la même tour, sur le même palier. On a fait les 400 coups ensemble, bien avant le réseau. Voler des bonbons à l'épicerie du coin, faire des murs sur les trains de marchandises, des conneries de gosses. Quand je suis monté, je l'ai fait rentrer avec moi. C'était pas le plus doué, pas le plus rapide, mais il était loyal. Voilà, il aurait pris une balle pour moi sans poser de questions. C'était mon dernier lien avec le Samir d'avant, le gamin qui rêvait pas de montre de luxe, mais juste de sortir sa mère du tiécar. Il me regardait avec respect, mais dans ses yeux, je voyais pas un chef. Je voyais le pote avec qui je partageais mes frites à la cantine. Il était mon encre, mon point de repère dans ce monde de requins. Son erreur, ça a été de tomber amoureux. Une go du quartier, une belle fille, intelligente, qui posait trop de questions. Pour l'impressionner, se donner de l'importance, il a commencé à parler. Rien de précis, pas de nom, pas de chiffres. Mais il a lâché le morceau qui tue, il a parlé d'une réunion à Neuilly, des mecs en costard, d'un vrai patron, qui n'était pas du tout un mec de la rue. Il a juste effleuré la vérité dans un bar, après 2 ou 3 verres de trop. Il pensait que ça resterait entre eux. Mais dans notre milieu, les murs ont des oreilles. Et les oreilles ont des bouches qui rapportent tout, surtout quand ça peut leur valoir une promotion. L'information est remontée, plus vite qu'une balle, du petit indique du quartier, au chef de secteur, jusqu'au vautour, puis au comptable. Une petite phrase, une vantardise pour une fille, venait de signer son arrêt de mort. Il ne le savait pas encore, mais il était déjà un fantôme. Il avait brisé la règle numéro 1, le silence, et pour ça, il n'y a pas d'avertissement, pas de seconde chance. L'appel est tombé une semaine plus tard. Le comptable, toujours cette voix froide, chirurgicale, pas de bonjour, pas de comment ça va, direct au but. Le discret parle trop. Il est devenu un passif pour l'organisation. Il faut le restructurer. Restructurer. Ce mot, je l'avais déjà entendu. C'était leur putain de jargon pour effacer quelqu'un. Mon sang s'est glacé. J'ai essayé de le défendre, de dire que c'était une erreur, qu'il était loyal. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Puis le comptable a ajouté la phrase qui a tout scellé. C'est toi qui t'en charges, considère ça comme un test. On a besoin de savoir si tes sentiments personnels passent avant les intérêts de l'entreprise. T'as capté le piège? Si je refusais, j'étais le prochain sur la liste. Si j'acceptais, je devais tuer mon seul ami. Il ne me demandait pas juste de le tuer, il me demandait de tuer la dernière partie humaine qu'il restait en moi. C'était ça, le test de loyauté. Devenir un monstre, comme eux, ou mourir. Cette nuit-là, j'ai pas dormi. Pas une seconde. J'ai tourné en rond dans mon appart, comme un lion en cage. Chaque coin de la pièce me rappelait un souvenir avec Moussa. Le poster de foot qu'on avait volé ensemble, la console qu'on avait achetée avec notre première grosse paye. J'ai revu son visage, son sourire un peu niais, la façon qu'il avait de me dire « T'inquiète frère, je suis là ». J'ai pensé à sa mère qui était comme une deuxième mère pour moi. Et de l'autre côté, il y avait la peur. Une peur viscérale, animale. La peur de la Mercedes noire qui viendrait pour moi, pour ma mère, pour ma sœur. Il ne m'aurait
pas juste tuer. Ils auraient détruit tout ce que j'avais protégé. J'étais coincé. C'était leur coup de génie, me forcer à choisir entre mon âme et la sécurité de ma famille. Au petit matin, quand le ciel gris de Paris a commencé à poindre, la décision était prise. Je n'avais pas le choix. Pour les sauver, je devais me sacrifier. Je devais devenir le bourreau de mon propre frère. Je l'ai appelé dans la journée. J'ai essayé de prendre une voix normale, enjouée. Yo, Moussa, j'ai un plan de fou pour ce soir. Un coup facile, V, beaucoup de bif. Sois discret, juste toi et moi. Il n'a pas hésité une seconde. T'inquiète, frère, dis-moi l'heure et l'endroit. Je lui ai donné rendez-vous dans une zone industrielle désaffectée près de la petite ceinture. Un endroit mort, sans caméra, sans témoin. Quand il est arrivé, il souriait. Il était content de faire un coup juste avec moi, comme au bon vieux temps. On a marché un peu entre les entrepôts en ruine. Il me parlait de sa go, de ses projets. Et puis, je me suis arrêté. Il s'est retourné et il a vu mon visage. Son sourire s'est effacé. Il a compris. J'ai vu la question, l'incompréhension, la terreur et la trahison se mélanger dans ses yeux en une fraction de seconde. Il n'a pas crié, il n'a pas essayé de fuir. Il a juste murmuré, la voix brisée, « Pourquoi, frère? C'est toi ?» Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. J'ai fait ce que j'avais à faire. Le son a claqué dans le silence de la nuit. En partant, j'ai laissé mon âme là-bas, à côté de son corps. En rentrant chez moi cette nuit-là, je n'étais plus le même homme. Le spectre avait tué Samir. Le silence dans ma voiture était plus lourd que n'importe quel bruit. Je me lavais les mains, encore et encore, mais je sentais toujours son regard sur moi. Et une pensée tournait en boucle dans ma tête, claire et tranchante comme une lame de rasoir. S'ils font ça pour une simple rumeur, pour une phrase en l'air, qu'est-ce qu'ils me feront le jour où je voudrais vraiment partir? Le jour où je serai fatigué de cette vie? Je n'étais pas leur associé, j'étais leur propriété, un outil. Et quand un outil n'est plus utile, ou devient un risque, on le jette, on le brise. La mort de Moussa n'était pas une punition, c'était un message, pour moi. Et je l'ai reçu 5 sur 5. Ma loyauté avait été testée et prouvée, j'étais maintenant plus précieux à leurs yeux. Mais pour moi, c'était le début de la fin. La décision a été prise dans ce brouillard de deuil et de peur. Je n'allais pas attendre qu'ils décident de me restructurer. J'allais disparaître, je devais m'échapper. Pendant les 6 mois qui ont suivi, j'ai joué le rôle de ma vie. J'étais le chef d'équipe parfait. Zélé, impitoyable, efficace. J'ai augmenté les rendements de mon secteur de 20%. J'étais devenu le vautour junior. Ils étaient contents. Ils me laissaient tranquille. Mais chaque soir, en secret, je préparais ma fuite. C'était une opération clandestine. Chaque jour, je mettais de côté une petite partie du cash. En truquant les comptes, 50 € par-ci, 100 € par-là. Assez peu pour que ça ne se voit pas, mais assez pour que ça monte vite. J'ai amassé près de 80 000 € cachés dans une planque que personne ne connaissait. En parallèle, j'ai contacté un spécialiste des faux papiers, un ancien du milieu qui s'était reconverti. C'était cher, risqué, mais c'était le prix de la liberté. Une nouvelle carte d'identité, un nouveau permis de conduire, un nouveau nom, Julien Fournier. Un nom banal, un nom qui n'attire pas l'attention, un nom pour un fantôme. J'avais un plan, une date et une destination. Je comptais les jours, chaque minute passée à leur côté était un supplice. La nuit du départ, il pleuvait sur Paris, une pluie fine et froide, qui semblait vouloir laver la ville de ses péchés. J'ai attendu 3 heures du matin, j'ai laissé mon téléphone, mes fringues de marque, ma montre, tout ce qui me reliait à ma vie d'avant. Je suis parti avec juste un sac à dos, le cash et mes nouveaux papiers. Le plus dur, ça a été de dire au revoir à ma mère. Je suis entré dans sa chambre, elle dormait. Je l'ai regardée pendant de longues minutes, son visage fatigué, paisible dans le sommeil. Je lui ai laissé une enveloppe avec assez d'argent pour qu'elle soit tranquille pendant des années, et une lettre pleine de mensonges. Je lui disais que j'avais une opportunité de travail à l'étranger, que je ne pouvais pas la contacter pendant un moment, mais que je l'aimais plus que tout. J'ai embrassé son front en retenant mes larmes. C'était le prix à payer. Pour la protéger, je devais la quitter. La laisser croire que son fils l'avait abandonnée. En fermant la porte de l'appartement pour la dernière fois, j'ai eu l'impression de m'arracher le cœur. Dans le premier train pour Lyon, gare de Lyon, ironiquement, chaque ombre était une menace. Chaque passager qui montait, chaque regard qui se posait sur moi, je l'interprétais comme un signe. Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils m'ont suivi? La paranoïa te ronge de l'intérieur, c'est un poison lent. Je me suis assis dans un coin, la capuche sur la tête, les yeux fixés sur le paysage qui défilait, mais sans rien voir. Je revoyais le visage de Moussa, j'entendais la voix du comptable.
Le voyage a duré 2 heures, mais pour moi ça a été une éternité. Je me sentais comme un animal traqué. Chaque annonce du contrôleur me faisait sursauter. Je n'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Pas même lors de mon premier vol, pas même face à des flics. C'était la peur de l'invisible, la peur d'un système aux bras si longs qu'il pouvait t'attraper n'importe où. C'était la peur de savoir que ta liberté n'est qu'un sursis et que la moindre erreur te ramènerait à l'enfer. Arriver à Lyon, c'était comme respirer pour la première fois. L'air semblait différent, moins lourd, moins chargé de souvenirs et de menaces. J'ai pris une petite chambre d'hôtel miteuse et j'y suis resté enfermé pendant 3 jours, le temps que la pression retombe. Puis je suis sorti. J'ai marché le long du Rhône, au milieu de gens qui ne connaissaient pas mon nom, mon histoire, mes crimes. J'étais personne. J'étais Julien Fournier. C'était terrifiant et incroyablement libérateur. J'ai trouvé un petit boulot, au Black, dans la plonge d'un restaurant. C'était dur, mal payé. Je finissais les mains abîmées par l'eau chaude et les produits. Mais cet argent, ces quelques billets que je gagnais à la sueur de mon front, ils avaient une saveur que je n'avais jamais connue. C'était de l'argent propre. Pour la première fois de ma vie, je n'avais rien volé. Je me sentais épuisé, mais je me sentais en paix. Lentement, très lentement, la paranoïa a commencé à reculer, laissant place à un fragile espoir. C'est dans ce restaurant que je l'ai rencontrée. Léa. Elle était serveuse, elle avait un sourire qui pouvait illuminer la journée la plus merdique. On a commencé à parler pendant les pauses clopes. Elle ne m'a pas posé beaucoup de questions. Je lui ai servi une version édulcorée de ma nouvelle identité. Orphelin, j'avais grandi en foyer, en banlieue parisienne. J'étais venu à Lyon pour prendre un nouveau départ, loin des mauvaises fréquentations. Un cliché, mais ça a marché. Elle a vu en moi non pas un criminel, mais un mec qui essayait de s'en sortir. Pour la première fois, quelqu'un me regardait sans peur ni admiration malsaine. Elle voyait juste moi. Ou du moins, le moi que j'essayais de devenir. On est sortis ensemble. Puis on a pris un petit appartement. Je lui ai jamais parlé de mon passé, du vrai. C'était mon jardin secret, ma boîte de Pandore. Notre vie était simple, des balades, des cinémas, des dîners à la maison. C'était d'une normalité presque choquante pour moi. Et j'aimais ça plus que tout. 1 an et demi plus tard, un soir d'automne, on était sur notre canapé. Elle était silencieuse depuis un moment. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants, un mélange de peur et de joie. Elle a pris ma main et l'a posée sur son ventre. Et elle a dit les mots qui ont changé ma vie une seconde fois. Je suis enceinte, on va avoir un bébé. À cet instant, mon gars, le monde s'est arrêté. Toutes les années de galère, de violence, de peur, la mort de Moussa, la fuite. Tout ça a été balayé par une vague de bonheur si intense que j'ai cru que j'allais m'étouffer. Un bébé, une famille, une vraie vie. J'allais être père, j'allais donner à cet enfant tout ce que je n'avais jamais eu, une stabilité, un amour inconditionnel, une honnêteté. En la prenant dans mes bras, en sentant ses larmes de joie sur mon épaule, une certitude m'a envahi. J'avais gagné, j'avais réussi, j'avais échappé à l'enfer et j'avais trouvé le paradis. Quelle putain d'illusion, c'était un samedi. Le 14 octobre. Ça faisait 2 ans, 7 mois et 6 jours que j'étais libre. Ou que je le croyais. Léa était enceinte de 8 mois, son ventre était rond comme une promesse. On passait la journée à peindre la chambre du petit, une couleur bleu pastel, un truc apaisant. L'appartement sentait la peinture fraîche et le bonheur, un mélange que je ne connaissais pas. On se chamaillait pour savoir si on allait l'appeler Léo ou Adam. On riait pour un rien. La lumière de l'après-midi filtrait par la fenêtre, et je la regardais, elle avec sa salopette de grossesse tachée de peinture, son sourire fatigué mais radieux, et je me suis dit une chose, une seule. J'étais heureux. Pour la première fois de ma putain de vie, j'étais vraiment, profondément heureux. Pas le bonheur factice de la maille qui tombe, pas l'adrénaline du vol réussi. Non. Le vrai bonheur, celui qui te remplit le bide et te fait dire que tout le reste, toute la merde d'avant, en valait la peine. J'avais un travail honnête, une femme que j'aimais, un fils qui allait naître. J'étais Julien Fournier. Le spectre était mort et enterré. J'avais réussi, mon gars. J'avais battu le système. Wallah, j'y croyais de toutes mes forces. Et c'est toujours au moment où tu te sens le plus en sécurité que le piège se referme. Par la fenêtre, je l'ai vue. Une berline noire, une Mercedes classe S, vitre teintée, silencieuse comme la mort. Elle s'est garée juste en bas de notre immeuble. Mon cœur a raté un battement. Ça ne pouvait pas être une coïncidence, mais ce genre de voiture ne se perd jamais par hasard dans un quartier comme le nôtre. Un jeune est sorti du côté passager, il ne ressemblait à aucun des mecs du réseau. Costume gris bien coupé, chaussures italiennes qui brillaient, une coupe de cheveux de premier de la classe.
Il avait l'air d'un stagiaire en finance qui sortait d'une grande école de commerce. Il a regardé le nom sur la boîte aux lettres, puis il a sonné. Léa a voulu aller ouvrir. Je l'ai retenu d'un geste. Reste là, chérie, je m'en occupe. J'ai descendu les escaliers, le ventre noué, chaque marche me ramenant des années en arrière. Quand j'ai ouvert la porte, le jeune homme m'a souri. Un sourire poli, professionnel, vide de toute émotion. Il n'avait pas l'air d'un criminel, il avait l'air d'un banquier qui venait te vendre un prêt à la consommation. Et c'était ça, le plus terrifiant. Il ne m'a pas menacé. Il ne m'a pas parlé de mon passé. Il a juste dit, d'une voix neutre, « Julien Fournier, j'ai un courrier pour vous. » Il m'a tendu une enveloppe cartonnée, épaisse, sans aucune inscription. Je l'ai prise, mes mains tremblaient légèrement. Je savais que ce qu'il y avait à l'intérieur allait détruire ma vie. Je suis remonté, le cœur au bord des lèvres. Léa m'a demandé qui c'était. J'ai bredouillé une erreur, une pub. Je me suis enfermé dans la salle de bain et j'ai ouvert l'enveloppe. Il n'y avait pas de lettres, juste des photos. La première, c'était Léa, sortant du restaurant où elle travaillait, prise au téléobjectif. Mon sang s'est glacé. La deuxième, c'était ma mère, au marché de Clichy, choisissant des légumes, l'air fatigué. Il savait où elle était. La troisième, c'était notre immeuble. La nuit, avec la lumière de notre chambre allumée. Il nous observait. Et la dernière, la pire, celle qui m'a arraché un cri silencieux. C'était une photocopie de la dernière échographie de Léa, celle qu'on avait faite la semaine d'avant. Ils étaient allés jusque-là. Ils avaient ni violé l'intimité de mon enfant, qui n'était même pas encore né. C'était le coup de grâce, la démonstration de leur pouvoir absolu. Le lendemain, le même jeune homme était là, au même endroit, à la même heure. Cette fois, il a parlé. Son ton était toujours aussi détaché, comme s'il lisait un rapport annuel. Le patron vous envoie ses salutations. Il a été satisfait de votre période d'essai en autonomie, mais il est temps de réintégrer le siège social. J'ai senti la nausée monter. Il a continué, chaque mot étant un clou de plus dans mon cercueil. Comprenez bien, monsieur, votre liberté n'était pas une fuite, c'était une permission, un investissement sur le long terme. Nous avons estimé que vous seriez plus motivé, avec quelque chose à perdre. Il a marqué une pause pour que la phrase fasse son effet. Vous avez 48 heures pour être à Paris, à l'adresse que vous connaissez. Si vous n'êtes pas au rendez-vous, nous procéderons à une liquidation de vos actifs. Votre mère d'abord, votre femme ensuite, et enfin, le projet en cours. Il a eu un léger sourire en disant ça. L'entreprise vous remercie par avance de votre coopération. Il s'est retourné et il est parti, me laissant là, sur le trottoir, avec les ruines de mon existence. Je suis resté planté là, incapable de bouger. Mes jambes ne me portaient plus. J'ai dû m'asseoir sur les marches, la tête entre les mains, le souffle coupé. Je suffoquais. C'était comme si l'air de Lyon était devenu toxique. La vérité m'a frappé avec la violence d'un TGV en pleine face. Je n'ai jamais été libre. Jamais. Ma fuite, ma nouvelle vie, Léa, mon fils. Tout ça n'était qu'une illusion, une mise en scène qu'ils avaient autorisée. Ils ne m'avaient pas perdu de vue une seule seconde. Ils m'avaient laissé courir, comme on laisse un chien courir dans un grand jardin clôturé. Ils m'ont laissé construire ma propre cage, une cage faite de bonheur et d'amour, et maintenant, ils tenaient la clé. Mon bonheur n'était pas ma récompense, c'était l'arme qu'ils avaient créée pour me détruire, l'otage parfait qu'ils utiliseraient pour me faire obéir sans poser de questions. La haine que j'ai ressentie à ce moment-là était si pure, si intense, qu'elle m'a brûlé de l'intérieur. Une haine contre eux, mais aussi contre moi, contre ma stupidité d'avoir cru, ne serait-ce qu'une seconde, que je pouvais échapper à des gens comme ça. Je suis là maintenant, d'où je te parle, peut-être d'une chambre d'hôtel sordide près de la gare du Nord, l'odeur de javel et de désespoir imprégné dans les draps. Je suis revenu. J'ai fait ce qu'ils m'ont demandé. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse, frère? Que je joue les héros? Leur vie valait plus que ma liberté. J'ai dû tout quitter. J'ai dû regarder Léa dans les yeux et lui briser le cœur. Je lui ai inventé l'histoire la plus sale possible. Je me suis fait passer pour le pire des salauds, pour qu'elle me déteste, pour qu'elle m'oublie, pour qu'elle soit en sécurité. C'est la dernière chose que je pouvais faire pour elle et pour mon fils. Je ne sais même pas s'il était né. Je ne connaîtrai jamais son visage. Ils me tiennent avec ça. Ils savent que tant que ma famille est en vie, je ferai tout ce qu'ils veulent. Je suis redevenu le spectre, mais en pire. Avant, je volais pour survivre. Maintenant, je suis un esclave. Je respire, je marche, je parle, mais je suis déjà mort à l'intérieur. Ils n'ont pas pris ma vie, ils ont pris mon âme. Le truc, c'est que vous ne comprenez pas. Quand vous êtes dans le métro serrés les uns contre les autres,
Vous vous méfiez de moi. De ma gueule de mec de Tiécard, de ma casquette, mais de mon survêt, vous serrez votre sac contre vous, vous mettez votre main sur votre poche, et vous avez raison. Mais vous vous trompez d'ennemi. Nous, les pickpockets, on est la partie visible du cancer. Dès les symptômes dégueulasses, ceux qui vous font peur, mais le vrai cancer, la tumeur qui ronge tout de l'intérieur, elle est invisible. Elle porte un costume, elle a un abonnement à l'opéra, et elle fait des dons à des associations caritatives. Elle ne chourave pas un portefeuille à Châtelet, elle détourne des millions avec un simple virement bancaire, elle corrompt des politiciens, elle blanchit de l'argent sale dans des projets immobiliers respectables. Le bif qu'on vous vole, c'est juste sa petite monnaie, son cash pour les dépenses courantes. On est ses mains sales, ses fantassins, ceux qui prennent les risques pour qu'il puisse dormir tranquille dans son hôtel particulier. Le vrai ennemi n'a pas ma gueule. Il a le double de mon âge et il habite dans le 16e. Alors la prochaine fois que tu liras un article sur l'augmentation de la petite délinquance à Paris, la prochaine fois que tu entendras un politique promettre de nettoyer les rues, pose-toi la bonne question. Qui profite vraiment de ce système? Le gamin de 15 ans qui risque la prison pour un iPhone? Ou le mec qui ne mettra jamais les pieds dans le métro mais qui encaisse des millions grâce à des centaines de gamins comme lui? Et toi, tu crois encore que les vrais voleurs sont dans le métro? Si cette histoire t'a ouvert les yeux, si elle t'a fait voir les choses différemment, abonne-toi. Parce que le nom que j'ai vu dans ce carnet, celui qui connecte notre monde au sien, je ne l'ai pas encore donné. Et il y a encore beaucoup que je n'ai pas dit.